hop, José. Henri. Hey, Bonjour. Henri. Et puis, on a Salut, José. deux nouveaux invités. Donc, un représentant. J'ai les où Théo d'ailleurs, je ne le vois pas. Donc, Hilaire, qui est vraiment très intéressant. Un grand spécialiste de l'eau qui a organisé des tas de choses, il va vous le dire, il va nous exposer une partie scientifique de l'eau. Et est-ce que Théo, c'est ça, Théo? Je vois pas Théo. Henri, est-ce que Théo est là? Tu sais? Je vais essayer de l'appeler. Oui. Il m'a dit que c'était bon. Alors je vais voir. Peut-être il est sorti et s'il revient, on le fait monter. Donc, ben voilà. Bienvenue, Alors, Hilaire. bienvenue à tous. Bienvenue, José, Henri. Bonjour. On va parler de l'eau d'une autre façon. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Théo, voilà. Attendez, Théo. Ça, alors oui, c'est le jeune qui rassemble les jeunes. Et donc, c'est génial. Bonjour Théo aussi. Bonjour. On est très content. Désolé, on a pris un peu de temps, mais voilà. C'est pas grave. Donc voilà, alors on va vous, Mike, demander de vous présenter. Comme ça, Je te laisse faire, Astrid. Je te laisse faire. Je suis là, t'inquiète pas, je suis là. C'est bon. Alors voilà, donc on va chacun se présenter. Et puis après, on va on va commencer peut-être par Hilaire qui a des choses nouvelles à dire sur l'eau. Ensuite Théo. Ensuite José et Henri. Vous allez faire du hidden, mais comme vous aviez la vedette la dernière fois, on va commencer par nos invités. Alors on fait un tour de table et puis après, Hilaire, tu pourras commencer. Voilà. Hilaire, tu veux commencer à te présenter? Ah, le micro, on n'entend pas. Faut allumer. Voilà. Non, là, il est éteint. Encore, voilà. Voilà. Essaye. Ah, on n'entend pas. Alors, peut-être une chose que moi, je fais chaque fois quand ça marche pas, tu ressors et tu reviens. Avec la technologie, c'est comme ça. On éteint, on rallume et tout à coup, ça marche. Alors, on peut essayer ça? Hilaire, tu sors et tu reviens? Parce qu'on t'entend pas. Oui, on t'entend pas, là. Ah, mais peut-être dans ton micro, en bas de la page, tu as vu si c'était... non? Tu dois peut-être choisir sur ton ordinateur. Parce que là, Je sais pas s'il a je l'habitude de faire des l'éteins zooms. et puis maintenant, je rallume. Voilà. Bon, alors on va passer à Théo en attendant. On t'entend pas, Hilaire. Donc, Théo, tu veux te présenter? Oui, bonsoir. Donc moi c'est Théo. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour cette émission déjà, c'est super. Et donc là je suis en voyage actuellement. Je pensais passer un peu plus tôt et on a loupé un peu le timing. T'es en train de marcher dans la rue là? Ouais, voilà, ouais. Donc moi je suis en fait le représentant de Destination Bleue, qui est un collectif sur les économies symbiotiques et circulaires. Alors, je ne sais pas s'il y a un bon éclairage. Voilà. Oui, je suis désolé, je pourrais pas être à l'intérieur. Donc là, actuellement, on est à Belle-Île-en-Mer. On est arrivé il y a une semaine. Et nous, notre rôle, en fait, c'est d'accompagner les territoires à transformer les économies, donc à changer de paradigme et à mettre en place des économies symbiotiques. C'est-à-dire que c'est des économies qui se nourrissent entre elles, où chaque déchet produit par une économie devient matière première pour créer une autre forme de vie, une autre économie. Et donc dans le concret, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur les territoires, dans des départements. Donc là, aujourd'hui, on est à Belle-Île-en-Mer depuis une semaine, où on va reprendre une spirulinerie. Et l'idée, c'est de rester là jusqu'à Noël pour en fait mettre en place des économies symbiotiques sur l'île. 5 ou 6 économies symbiotiques locales qui vont se nourrir entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont chacune produire des richesses qui sont sociales, des richesses énergétiques et des richesses financières, tout en régénérant le vivant et en redonnant du sens. Et pour faire ça, il faut que le vivant fasse la transformation du déchet à notre place. Une bactérie, un insecte, une bête va en fait créer une plus-value sur une matière première, donc un déchet, qui va ensuite pouvoir générer ces 3 types de richesses indissociables les unes des autres,
qui sont les richesses sociales, énergétiques et financières. Donc aujourd'hui, à Belle-Île-en-Mer, on allait voir le brasseur qui fait de la bière et ces déchets, c'est des drèches de bière. Donc les drèches de bière, on va faire des champignonnières. Ensuite, avec les champignons, une fois que le substrat il est épuisé, on peut faire des isolants phoniques et thermiques pour la rénovation de bâtiments ou la construction, ainsi que de la nourriture pour les poules. Donc après, si les poules, on les fait pâturer dans une forêt, elles trouveront 80% de leur alimentation et on complète les 20% restants avec ce substrat épuisé de champignons qui nous permet d'avoir zéro charge sur la nourriture des poules et augmenter également la qualité des œufs puisque ce substrat épuisé est en fait designé pour être mangé par une poule, quoi, si on peut dire. Ensuite, les excréments de tous ces animaux, je disais les poules, mais c'est aussi avec les bœufs et les cochons. On peut faire de la méthanisation, donc obtenir du gaz inflammable, ainsi que de l'engrais liquide pour faire des systèmes hydroponiques afin de cultiver des fruits et des légumes dans des zones où le sol ne le permet pas. Un sol qui est trop pollué ou bien un manque d'eau, une île où il y a un manque d'eau pour faire de l'agriculture conventionnelle. Ensuite, on va également obtenir du CO2 qu'on va pouvoir réinjecter, et là c'est ce qu'on est en train de faire, réinjecter dans les bassins de culture de spiruline, puisque plus de CO2 il y a, plus la croissance de la spiruline augmente. La spiruline, en deux mots, c'est une cyanobactérie qui fait le pont entre les bactéries et les algues, on peut la consommer durant un an. En mangeant que ça, on aura zéro carence alimentaire. On va retrouver du bêta-carotène, des protéines, du fer, etc. Également pour les malnutritions. C'est aussi gras que du beurre. On récolte ça et ensuite, aujourd'hui, elle se vend séchée sur les marchés. Et le problème, c'est qu'on perd la phycocyanine qu'il y a à l'intérieur et qui est la molécule la plus intéressante. Donc nous, ici, on essaye de mettre un modèle en place de spiruline qui est adapté à la demande du jour. C'est-à-dire que fraîche, on peut la vendre, mais elle ne se conserve que très peu de temps. Donc l'idée, c'est d'adapter ça là-dessus. Et puis après, voilà, en fait, on va encore obtenir un déchet qui sont des boues. On pourra en reparler plus tard. Mais donc voilà, nous, on fait ça. En fait, on va sur des territoires, dans des départements. On regarde qui produit quoi, en quelle quantité, en termes de déchets, qui possède des terres, qui possède des financements, qui possède ni l'un ni l'autre, mais veut contribuer à une transformation. On met ces gens en relation et on propose des scénarios agricoles qui génèrent tous des richesses sociales, énergétiques et financières. Excellent. Excellent. On voit qu'on est tout de suite rentré dans le domaine technique, là. J'espère que les gens vont pas... Non, ça suit, tout va bien. Mais super. La spiruline, en pour fait... l'image, on va être dans le noir, hein, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de l'image. Mais la spiruline, elle est d'actualité puisque ça nettoie les métaux lourds. Hein. Oui. Et on a un problème de métaux lourds là avec ce qui se passe dans les injections. Et en Suisse, juste pour donner le champ, j'étais aujourd'hui justement avec des personnes pour parler de la santé, dans la longévité, et on a parlé de spiruline et que en Suisse, ceux qui écoutent, il y a une compagnie à Launay, L-O-N-A-Y, qui vend des spirulines et qui a fait un bassin, même en Suisse. Donc la Savoie peut aussi faire des bassins de spiruline. Hein. C'est juste théorique. Exactement. On peut en faire partout. Alors jusqu'à il y a quelques années, c'était assez compliqué de lancer une ferme de spiruline. Il fallait sortir un minimum de 100 000 euros. Et là, on a rencontré quelqu'un sur l'île, alors que nous, en fait, on cherchait pas forcément la spiruline en arrivant à Belle-Île-en-Mer, on cherchait juste de savoir qui fait quoi sur l'île. Et on est tombé sur un monsieur qui a une trentaine d'années, qui s'appelle Thomas, qui est arrivé ici à 5 ans et qui a décidé de s'attaquer à la spiruline pour que les micro-fermes de spiruline soient accessibles à tous. Et là, en 5 ans, on l'a rencontré il y a une semaine, il peut aujourd'hui proposer des spirulines à 10 000 euros avec une formation de 2 semaines. Et c'est un système qui est designé pour être semi-automatique, avec du low-tech, donc avec des créations de bénéfices énergétiques, pour alimenter 50 individus en spiruline à l'année, sur une surface de 200 mètres carrés de culture. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc imaginez
les rentabilités à l'hectare dans l'agriculture. Quand je parle de rentabilité, je parle de rentabilité sociale, puisque création d'emplois, on compte environ un individu pour s'occuper de 200 mètres carrés. Ça fait un emploi. Donc imaginez le nombre d'emplois qu'on pourrait réaliser sur un hectare, le nombre de richesses énergétiques également, puisque la dépense énergétique pour la spiruline, ça va être uniquement une pompe de 12 volts. Et si on convertit en kilojoules toute l'énergie qu'on a investie dans cette spirulinerie pour produire une quantité de spiruline, eh bien la quantité de spiruline en kilojoules, elle fait que elle est supérieure. Donc on a création d'un bénéfice énergétique. Et nous, c'est ça ce qu'on cherche, c'est créer des bénéfices énergétiques. Et le seul moyen de le faire, c'est de faire appel à la nature. Là, en l'occurrence, c'est une cyanobactérie qui crée la richesse. Et c'est pour ça qu'on peut proposer des modèles qui font des bénéfices énergétiques. On peut faire des bénéfices financiers tout en créant des dettes énergétiques. Ça, aujourd'hui, c'est la norme. Alors que ce qui fait une économie, c'est un mouvement. Et ce qui fait un mouvement, c'est l'énergie. Donc, il faut passer d'abord par un modèle qui crée des bénéfices énergétiques pour ensuite imaginer un scénario qui va nous permettre de créer des bénéfices financiers pour pouvoir en vivre et recommencer tous les jours. Mais la base qu'il faut avoir, c'est combien je dépense et combien ce que j'ai produit représente énergétiquement. Ou alors, au bout de combien de temps, je vais avoir un retour sur investissement énergétique et quelle est la durée de vie de mon produit. Et là, on voit si on est dans du greenwashing ou non. Donc, ça s'adapte à l'agriculture, mais ça s'adapte aussi à tous les domaines de technologie. Et donc, nous, là, on se donne pour objectif, comme il a ce modèle-là à 10 000 euros, de faire une dizaine de spirulineries en France avant Noël. Et pour faire 10 spirulines en France avant Noël, il faut 100 000 euros et 10 personnes. Alors qu'il y a quelques années, il aurait fallu 1 million d'euros et 30 personnes. Et ça pousse dans de l'eau Alors oui, ça dans de l'eau. C'est tout bête en fait. Hein. Et c'est de l'eau, donc il y a une profondeur d'eau de 20 cm en circuit fermé. L'eau, elle est semi-saline, donc on est environ à 15 grammes de sel par litre, contrairement à l'eau de mer où c'est une trentaine de grammes. Donc c'est à cheval entre l'eau douce et l'eau salée. Et puis après, grosso modo, c'est du fer. Ça peut être de l'eau de cendre, ça peut être du jus de rouille, ça peut être de l'urine, ça peut être... En fait, voilà, on peut l'acheter déjà préconditionné ou on peut le faire aussi adapté à une famille. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi bien à l'échelle d'un aquarium parce qu'on est étudiant et que, en fait, pour quelques euros par mois, on va pouvoir bien consommer de la spiruline fraîche tous les jours. Soit on est une famille de 4 personnes, on peut le faire aussi dans un aquarium un peu plus grand, ou alors en faire une profession. Et pour ça, il faut 200 mètres carrés. Et c'est vrai que le foncier aujourd'hui est un problème, donc ça répond à cette problématique aussi de trouver des terres. En plus que le modèle est reproductible et déplaçable et ne nécessite pas de travaux, c'est-à-dire qu'il peut être déployé aussi bien sur un parking de supermarché, sur un toit d'immeuble, que dans un champ ou dans une forêt, même si avec la forêt, il y aura moins de luminosité, donc le rendement ne sera pas intéressant. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est comme un jeu, quoi. Il n'y a plus qu'à cliquer sur la spiruline et puis recliquer sur le département où on souhaite en mettre une, quoi. Et 10 000 euros. Et on peut en faire en Polynésie? Ah bah bien sûr, d'autant plus qu'en Polynésie, l'ensoleillement est plus, donc la rentabilité sera plus. Quand je dis rentabilité, hein, encore une fois, je reprends peut-être des noms d'un monde en perdition, mais oui. C'est de manière globale une rentabilité sociale, énergétique et financière, etc. Donc oui, on peut en faire en Polynésie. Ce serait encore plus rentable qu'en Europe, bien que ça reste rentable de le faire en Europe. Le prix de la phycocyanine qui est à l'intérieur fraîche, c'est 30 000 euros le kilo. Ah ouais. Wow. Donc, ouais, Max, c'est bien ça. Spiruline sur l'agenda de la Polynésie. Et un des moyens pour faire. Ils ont peut-être d'autres. J'ai un ami là qui justement proposait de la spiruline là. Mais bon, moi je suis pas du tout dans ce truc-là et pour l'instant, parce qu'il faut jamais dire jamais. Est-ce que vous avez un jardin? Comment? Est-ce que vous avez un jardin? Oui. Est-ce que vous avez un jardin? Oui. Il fait combien de mètres carrés? Le mien, il fait combien de mètres? 600 mètres carrés, le mien. 600 mètres carrés. Donc là aujourd'hui, vous pouvez créer 3 emplois.
vous pouvez créer 3 emplois aujourd'hui avec votre jardin et nourrir 150 personnes en spiruline fraîche durant une année complète. Wow. Il y a Monica qui pose une question. Elle dit, la spiruline va aussi capter tous les métaux lourds de l'air. Avez-vous prévu de protéger l'atmosphère? Il faut absolument la cultiver dans l'atmosphère. Ouais. Oui, on travaille avec le vivant, donc c'est rien n'est figé, c'est-à-dire que les moyens aujourd'hui sont amenés à évoluer. C'est vrai que du coup, produire une matière aussi riche, forcément, il y a aussi des inconvénients, ou plutôt la difficulté peut augmenter avec la captation des métaux lourds. Donc, il faudrait effectivement envisager la création d'un filtre atmosphérique. Là-dessus, j'ai pas de réponse pour être honnête. Donc, s'il y en a qui veulent nous aider là-dessus, on est preneurs. Parce que si nous mettent des chemtrails sur la tête, puis oui, la spiruline les capte, bon, c'est bien aussi. Oui. Bon, après, José. moi, je pars du principe que le corps, de toute façon, c'est quand même faire le travail pour. C'est une question de seuil. À nous de faire en sorte d'avoir un seuil qui soit le plus haut possible. Et puis, on va de l'avant. Ok. Ouais. José, tu as une remarque à faire? Alors, j'ai pas de remarque à faire. J'ai travaillé justement sur la qualité de l'eau pour des fermes de spiruline, de production de spiruline, que ce soit en Corse, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Espagne. En Espagne, il y en a une très grande du côté d'Almeria, qui doit représenter à peu près 5000 mètres carrés. Donc ça donne un peu la mesure de ce que l'on peut faire sur 5000 mètres carrés, un demi-hectare, par rapport aux 200 mètres carrés que parle Théo, quoi. Ils ont tout compris. En fait, ils pompent l'eau de mer, ils la dessalent légèrement, ils prennent le saumâtre. Ils prennent le saumâtre d'une désalinisation d'osmose inverse, qui est réintégré directement dans les bassins de la ferme de spiruline. Et nous, derrière, on a retraité les polluants générés par l'osmose inverse, parce que c'est plein de chimie. Donc, on a traité, justement, on a éliminé la chimie qui est générée par ça pour assurer que l'eau était conforme aux besoins et aux attentes pour avoir un produit de qualité. Voilà. Les problématiques de l'air, on a fait exactement la même chose avec Airsand, avec notre technologie de photohydroionisation et électromagnétisation catalytique, qui nous permet justement de capter tous les éléments nécessaires à l'air. Et comme l'air, c'est de l'eau sous forme de gaz, on a réglé le problème comme ça. Voilà. Ok, intéressant. Eh ben, faudra qu'on échange les contacts. Exactement. Exactement. Mais Henri a mon contact, donc il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Ok. On travaille ensemble et on opère ensemble et on fait les choses ensemble. Voilà. Ok, bon c'est chouette. Et oui, c'est vrai quand on est à côté de la mer, on peut directement prendre l'eau dans l'océan. Mais bon, après, ça se fait aussi, même ça peut se faire en montagne. Il suffit juste de travailler avec des dômes. On utilise des dômes pour les bassins et du coup, on peut moduler les dômes. Si on sait qu'on va avoir des gelées en hiver, on va modifier la profondeur de l'eau, modifier la taille du dôme pour l'adapter au climat. Donc ça peut se faire n'importe où. Nous on avait pas mal aussi commencé à travailler en Savoie. Et puis là on est à Belle-Île-en-Mer et c'est vrai qu'une île c'est très bien parce que les frontières sont définies et ça permet de créer tout de suite une symphonie avec plusieurs notes. Avec peut-être moins de contraintes, je sais pas. On verra. Ok. Excellent. Super. Bon, alors on pourra revenir à ça ou bien tu as des questions, Mike ou Max? Non, je trouve le sujet passionnant. Non, j'ai pas de questions. Il était très technique, c'est carré. Pour conclure, peut-être sur le chat si des gens ont des questions en particulier qu'on pourrait poser vite fait. Mais sinon. Ouais, ce qui est intéressant, c'est l'écosystème et de réfléchir en écosystème. Alors ça, je pense que pour l'avenir, c'est indispensable.
pour l'environnement, pour la nature. Donc, merci Théo, c'est vraiment. Donc, juste encore avant de passer la parole à Hilaire, est-ce que donc toi tu es à la tête d'un mouvement de jeunes qui organise ces écosystèmes, c'est ça? Mais pas forcément que des jeunes. En fait, moi, mon métier, de base, en fait, je suis rentré dans l'agriculture en regardant l'énergie générée dans l'agriculture. Et aujourd'hui, je suis conseiller en économie symbiotique. Donc, ça implique les écosystèmes, les systèmes dynamiques. Et quand on comprend comment ça se passe dans la nature, l'idée, c'est de l'appliquer aux activités humaines pour que les activités humaines intègrent le grand partenariat de la vie et puissent bénéficier des plus-values. Et nous, pour mettre ça en place, on joue en miroir. On joue en miroir avec la société actuelle où on n'est pas dans la plainte, on est dans dire, OK, il y a un déchet, il y a un problème, c'est notre solution. Et après, l'organisation de comment on agit. Donc aujourd'hui, on est un noyau dur de 12 personnes pour mettre ça en place. Et l'idée, c'est qu'on crée des réseaux avec des spécialistes. Donc là, depuis 5 jours maintenant, on a le spécialiste de la spirulinerie, mais on a aussi ça pour les champignons, on a aussi ça pour le houblon, etc. Donc on a un réseau de compétences là-dedans. Et après, on a besoin du coup de la population pour nous aider à transformer. C'est-à-dire les questions qu'on pose, c'est qui possède des terres, veut mettre à disposition une terre, qui possède des capitaux, qui veut retirer des banques. Si la personne nous dit, bah voilà, moi je vends mon appartement, je veux pas remettre mes sous sur le compte en banque parce que j'ai peur de peut-être ne pas les retrouver, je sais pas ce qui pourrait se passer. Et ben nous, on peut les accompagner à placer cet argent dans le vivant, c'est-à-dire dans des économies symbiotiques à l'échelle locale, en prenant en compte leurs intentions. Et de là, on va leur proposer divers scénarios pour investir leur argent dans le vivant et générer à terme des richesses à la fois sociales, énergétiques et financières, en redonnant du sens et en régénérant la biodiversité. Et ça peut-être même pour plusieurs générations. Et puis enfin, la troisième partie dont on a besoin, après le foncier, donc on a besoin de terrain, on a besoin de capitaux, et après on a besoin de gens qui ont des compétences dans des travaux manuels, dans la menuiserie. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'architectes, on a besoin de gens qui gèrent la logistique. Et petit à petit, comme ça, on vient activer peut-être un jour une parcelle de terre, le lendemain une commune, une exploitation agricole, et le réseau grandit. Et la connaissance qui va être générée de toutes les spirulineries que l'on va créer pour 10 000 € unité, va communiquer entre tout le réseau des spiruliniers, et comme ça on avance, ça fait des clusters qui sont puissants, qui sont inarrêtables, puisque comme tout le monde s'y retrouve, ben tout le monde veut la même chose en fait. Tout le monde veut boire, à manger, comme disait, je sais plus si c'est toi qui disais, souffrir le moins possible et être heureux. Voilà en fait. Donc voilà pour conclure. Super, ouais. Ouais. Ben ouais, il y a des personnes là qui demandent ton site. Oui, alors le site, à la limite, on mettra le lien dans la description. Oui. Mais c'est www.destinationbleu.org. Après, il y a un site, c'est Reboot System Agriculture. Là, c'est pour mettre en relation les propriétaires de terres ainsi que les personnes qui recherchent des terres. Et puis, il y a une vidéo qu'on a mis en ligne sur les plateformes vidéo comme YouTube, etc. Sur une présentation de 30 minutes, en gros, sur ce qu'on fait avec des photos. Donc là, il faut taper Théo Maurice et vous allez dans les filtres et vous mettez le plus récent, ça doit être la première vidéo. Ou alors vous mettez Destination Bleue et ça doit sortir quelque chose comme ça sur les économies symbiotiques. Ou alors après, si vous êtes intéressé, vous m'appelez au 06 45 76 63 32 et puis on voit ce qu'on peut faire. De toute façon, dès qu'on parle, il faut agir, il faut faire, sinon on n'avance pas. Il faut poser des tâches. Et dès qu'on a une idée, même si l'État, on prend son téléphone, on ne va pas déranger la personne. Aujourd'hui, tout le monde met son téléphone en mode avion, il vous rappellera demain. Et puis on avance, quoi. Super, génial. Merci. C'est la philosophie de la maison. Super. Ouais. Bon. Alors, est-ce que Hilaire, ton micro fonctionne cette fois?
Hein? Quoi? Ah non, on n'entend pas. Il n'est pas assez fort. Il faut monter le volume, peut-être. Là, il est éteint, là, il est rallumé. Il n'y a pas un ordinateur? En bas de la page, hein, il y a, tu peux choisir, hein, muter, stop cam, etc. Si tu appuies sur la petite roulette cam micro, voilà, tu cliques sur un bouton. Attends, voir, je le fais en direct. Hein, c'est les aléas du direct. Hein. Voilà, tu vas dans audio après et essaye de regarder si ton micro est quel micro est choisi ou est-ce que tu as un casque de portable que tu pourrais brancher sur ton ordinateur, qu'il le voit, etc., etc. Ah. Vous m'entendez là? Ah ben voilà. Yes. Oui, on t'entend. C'est bon. Waouh. Merci Mike. De rien. Je me présente et je fais mon petit résumé, sur l'eau. Oui, super. Bien. Merci Astrid d'avoir accepté que je puisse intervenir. C'était suite à l'émission de vendredi dernier. Donc j'ai toujours été acteur dans la vie et j'ai toujours essayé d'amener ma pierre à l'édifice. Donc j'ai travaillé dans le social, le médical, j'ai été agriculteur aussi et j'ai même écrit un projet politique de 10 pages. Il n'en faut pas plus hein, pour respecter et avec la valeur principale qui est le respect. Par la suite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de l'eau et j'ai donc du coup repris son entreprise. Et donc, je gère une entreprise qui s'appelle Société Eau Vivante pour que la société soit vivante grâce à l'eau. Et je suis aussi parallèlement président de l'association À la rencontre de l'eau, fondée en 2017 pour mettre en place un forum à la rencontre de l'eau en novembre 2018 pour mettre sur un piédestal les travaux de Louis-Claude Vincent. Je souhaitais intervenir pour essayer de dresser un fil conducteur par rapport à l'eau et par rapport à l'idée que l'eau est essentielle pour la vie, tout le monde le sait, mais d'essayer d'expliquer des choses très simples. Moi-même, je ne suis pas scientifique, donc du coup, j'ai la possibilité de retransmettre ce que j'ai compris de façon à ce que ce soit compris par les autres. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Excellent. Donc du coup, lorsque j'anime aussi des conférences, et du coup, lorsque j'anime des conférences, j'aime bien reprendre les résultats des recherches de certaines personnes depuis plus d'un siècle qui ont eu leur importance. Et en l'occurrence, je vais commencer par René Quinton. Donc les dates de René Quinton, c'est 1866-1925. Je vais essayer de faire court. Hein. Cet homme-là, biologiste français, avait mis en évidence que le plasma sanguin était similaire à l'eau de mer, excepté la salinité. Et pour preuve, il y avait un chien qui était malade de son sang, qui a été transfusé de la totalité de son sang par de l'eau de mer, ce qui avait permis au chien d'être sauvé de sa maladie. René Quinton, ce qu'il faut savoir, c'est que des applications de l'eau de mer en termes de thérapie, il y avait jusqu'à une trentaine d'indications de son utilisation dans la belle Bible du Vidal, et ça jusqu'en 1975. Ces indications d'utilisation de l'eau de mer en thérapie ont été supprimées par la suite. On peut se demander pourquoi. Peut-être que soigner avec de l'eau de mer ne satisfait pas Big Pharma. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, je fais référence à Marcel Violet, qui, lui, était ingénieur et qui avait, suite à une pluie orageuse,
avait juste observé que les bêtes allaient plutôt boire dans de l'eau de cette pluie orageuse et que son jardin était boosté suite à cette pluie. Et en fait, ce qu'il a mis en évidence, c'est l'aspect électromagnétique de l'eau et que cet électromagnétisme jouait sur le vivant. Pour rappel, nous-mêmes, nous sommes issus de la mer. Notre coccyx est le témoin de la queue de poisson que nous avions lorsque nous étions encore dans la mer. Donc, nous pouvons comprendre d'une part la correspondance entre ce que je disais avec René Quinton, l'eau de mer et notre corps, et l'aspect électromagnétique de l'eau. Du coup, on peut comprendre aussi que la composition en masse de notre corps, c'est 70% d'eau. Pour autant, et je vais y faire référence après, lorsqu'on regarde la cellule, elle est composée à 99% d'eau et le pourcent qui reste est de la protéine, de l'ADN ou autre chose. Mais on comprend bien que la cellule a besoin de son carburant et le carburant, en l'occurrence, c'est l'eau. Ensuite, je fais souvent référence à Victor Schauberger. Il y avait fait allusion quant au tourbillon et au vortex. Et cet homme-là, c'est un génie puisque autodidacte, il a observé la nature et il a mis en évidence, lui, l'importance du vortex en termes de dynamique et de purification aussi. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il avait été réquisitionné sous peine de mort par le Troisième Reich pour mettre en place même une soucoupe volante à énergie libre. Et grâce à ses travaux, par la suite, quand il a été happé par les Américains, il a énormément œuvré pour résoudre des problématiques d'inondation, simplement en rajoutant des virages dans toutes les canalisations qui avaient été faites pour donner du tourbillon, ou rajoutant des masses à l'intérieur des canaux pour provoquer le tourbillon et ainsi donner de la vitesse à l'eau. Ensuite, je ferai référence, et là c'est d'une extrême importance, à Louis-Claude Vincent qui a été évoqué la semaine dernière. Et pour ce faire, je vais reprendre trois choses importantes. L'eau a trois grandes fonctions dans notre corps. Transporter ce qu'il faut là où il faut. Jeanne Rousseau, qui travaillait d'ailleurs, docteur Jeanne Rousseau, qui était pharmacienne, docteur en pharmacie, qui travaillait avec Louis-Claude Vincent, disait l'eau est beaucoup plus importante par ce qu'elle transporte que par ce qu'elle apporte. C'est pas à l'eau d'apporter les nutriments. L'eau va transporter, va être taxie dans notre corps. La deuxième grande fonction de l'eau, c'est d'éliminer les toxines. Rappelons-nous que les reins filtrent 160 litres par jour et qu'à un moment, ça nous place nos poubelles et qu'il faut les évacuer. Et l'eau a cette fonction d'évacuer les toxines que notre corps trie. Et la troisième fonction de l'eau dans notre corps, c'est d'hydrater notre corps. Puisque nous savons que nous sommes en masse corporelle 70% d'eau et que la cellule est composée à 99% d'eau, on comprend que le carburant essentiel de notre corps, c'est bien l'eau. Cependant, pour que l'eau remplisse ces trois grandes fonctions, elle doit avoir trois caractéristiques précises. À savoir que vendredi dernier, il a été évoqué la minéralité. Effectivement, Louis-Claude Vincent disait que l'eau devait avoir une minéralité comprise entre 10 et 150 mg de minéraux bruts contenus dans l'eau. Ces minéraux bruts contenus dans l'eau, on le voit au dos des bouteilles en plastique, c'est marqué résidus à sec à 180 degrés. Il y a certaines bouteilles, par exemple, il y a 2500 mg de minéraux bruts contenus dans l'eau. Seulement, la petite problématique que nos grands distributeurs d'eau, qui représentent 19 milliards de chiffre d'affaires par an en France, oublient de dire, c'est que nous faisons partie des mammifères. C'est-à-dire que nous sommes des êtres hétérotrophes. À savoir que ça veut dire que notre corps est incapable de métaboliser, de transformer les minéraux bruts contenus dans l'eau. Ce sont les végétaux qui sont des êtres autotrophes qui vont métaboliser les minéraux bruts
et via l'alimentation, on va alors pouvoir assimiler, notre corps va assimiler les minéraux contenus dans l'eau via les végétaux. Donc, ça, c'est une chose que je voulais poser parce que les minéraux dans l'eau, notre corps ne va pas aller les prendre. Au contraire même, un prix Nobel, Warburg, disait que la surminéralité de l'eau était une des causes du cancer. Et Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, lui-même fait référence à cet aspect de surminéralité. Le deuxième aspect nécessaire à l'eau pour qu'elle remplisse ces trois grandes fonctions, il faut un pH légèrement acide, c'est-à-dire entre 6,2 et 6,9. Le pH, en fait, c'est le potentiel hydrogène, c'est une question de protons. Là, du coup, quand on parle proton, on va encore parler de charge électrique. En tout cas, voilà, il faut que l'eau soit légèrement acide. Et la troisième chose importante, et là on parle de l'oxydoréduction, il faut que l'eau soit réductrice et non pas oxydante. Et lorsqu'elle est réductrice, l'eau est chargée d'électrons de charge négative. Et c'est ce dont a besoin notre corps. En l'occurrence, je ferai une petite aparté sur le chlore. Le chlore est un hyperoxydant. C'est quelque chose que l'on retrouve dans l'eau potable partout aujourd'hui, ce qui fait que l'eau étant hyperoxydante, une des trois caractéristiques n'étant pas remplie de la bioélectronique de Vincent, l'eau ne peut pas remplir ces trois grandes fonctions, transporter, éliminer et hydrater notre corps. À savoir aussi que le chlore est là pour tuer les bactéries de l'eau. Seulement, lorsqu'on boit un verre d'eau rempli de bactéries, de chlore, pardon, on tue les bactéries qui sont dans notre flore intestinale. Donc, on tue notre propre vivant. Aussi, lorsqu'on cuisine avec de l'eau chlorée, si on utilise une alimentation bio, c'est inutile de cuisiner avec de l'eau chlorée. Vous allez tuer le vivant de vos aliments. Voilà, ça, ce sont les trois choses, les trois caractéristiques très importantes à connaître quant à la bioélectronique de Vincent. Et notamment, je voulais faire allusion à cette minéralité quand Thierry, la semaine dernière, parlait que l'eau était, en règle générale, un taux de minéralité de 300 mg par litre dans l'eau potable qui nous est distribuée. C'est pas tout à fait juste puisque selon là où on habite, par exemple, personnellement, je suis en Haute-Loire, le terrain est granitique, l'eau est à 80 ppm par litre. Donc, on est déjà dans la bioélectronique de Vincent comme quelque chose étant acceptable pour notre corps. Louis-Claude Vincent, c'est pour cette raison que j'avais fait le forum en 2018, c'est qu'il est né au Puy-en-Velay et que ses travaux ont été évincés ou alors méconnus. À savoir que Louis-Claude Vincent avait une chaire de la bioélectronique à la faculté de médecine de Paris. Et Astrid, tu pourras le confirmer, mais lorsqu'on a une chaire dans une faculté, c'est une reconnaissance majeure des travaux que Louis-Claude Vincent avait fournis et avait attestés. Ce qui est intéressant, puisqu'on est dessus, c'est surtout une reconnaissance que la médecine, il y a 50 ans, c'était il y a 50 ans, oui. Reconnaissait la bioélectrique comme faisant partie de la médecine et que notre corps électrique qui a été, d'ailleurs, il y a eu des écrits sur le corps électrique, a été rayé des études de médecine. Oui. Et donc même l'eau, et moi j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça, ça veut dire quand même que l'eau et les propriétés bioélectriques de l'eau et de la guérison avec l'eau ont été évincées des facultés de médecine. Oui. C'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'il avait une chaire à la faculté de médecine de l'université de Paris, et ça montre que on doit rétablir toute cette science dont on parle en médecine. Oui, bien évidemment. Et rappelons-nous de Marcel Violet tout à l'heure quand je parlais de cette pluie orageuse avec cette pluie chargée électromagnétiquement que les bêtes allaient boire tout de suite dans les flaques d'eau ou que le jardin était boosté. Donc on comprend bien que la charge électromagnétique de l'eau a son importance pour le vivant. Et nous sommes composés d'eau. Notre cellule est composée d'eau.
Et effectivement, lorsqu'on regarde cet aspect électromagnétique, c'est une chose primordiale à prendre en compte. Et je vais essayer de montrer des choses, des documents, mais après on mettra peut-être des liens et je pourrais fournir des choses. Mais là, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, Là, il avait mis en place le diagramme de la bioélectronique de Vincent. En fait, il y a 4 cases et selon là où on se trouve, on va boire une eau soit qui va générer un terrain de bonne santé, soit au contraire va générer un terrain de mauvaise santé. Et il se trouve que la bioélectronique de Vincent, il y aura un gros travail à faire de prévention dans la santé parce que, bien sûr, on peut tester l'eau avec la bioélectronique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tester son propre corps en regardant l'urine, le sang et la salive, et ainsi voir où est-ce que notre corps se situe par rapport à ce diagramme de la bioélectronique de Vincent. Et ce qu'avait fait Louis-Claude Vincent, il avait été encore plus pertinent que ça, puisqu'il s'était dit, lors d'un voyage à Beyrouth, il s'était dit pourquoi telle maladie existe là et pourquoi elle n'existe pas là. Et en l'occurrence, après, il a fait la bioélectronique des personnes qui étaient atteintes d'une certaine maladie. Et il s'est rendu compte que les gens atteints d'une même maladie avaient les mêmes caractéristiques de bioélectronique en termes de sang, d'urine et de salive. Ce qui fait que, par exemple, sur ce schéma-là, tout ce qui est cancer, ici, c'est tous les gens qui boivent de l'eau alcaline et oxydante, donc avec du chlore. Donc ça veut dire que grâce à la bioélectronique que nous pourrions faire sur notre corps, on pourrait étudier la direction du terrain de santé que prend la personne et en fonction, lui amener des éléments restaurateurs pour le ramener dans la partie d'un terrain qui va générer de la bonne santé. Donc c'est vraiment capital de comprendre la bioélectronique de Vincent. Il est facile pour chacun d'entre vous d'aller voir ses travaux sur Internet, mais c'est quelque chose de primordial à comprendre et à entendre. Alors, comment est-ce qu'on mesure la bioélectrique d'après Louis-Claude Vincent? Alors, c'est avec un bioélectronimètre. Enfin, voilà, il y a un instrument qui existe. Il y a des médecins qui, alors il y a l'association de la bioélectronique qui existe, voilà, et on peut se fournir cet instrument, et sachant qu'il y a des médecins qui le pratiquent. Mais bien sûr, ça se pratique un peu en douce, quoi. Vous comprenez bien, parce que ça dérange un peu encore beaucoup de monde. Mais on peut acheter cet appareil, on peut l'acheter dans des... C'est facile à l'obtenir? Ben, il y a l'association de la bioélectronique qui existe, qui, je pense, est en mesure d'indiquer des fournisseurs, ou peut-être que José et Henri connaissent, mais cet appareil se trouve, et moi-même, on m'avait regardé mon sang, ma salive, mon urine pour savoir où est-ce que je me situais sur le diagramme de la bioélectronique de Vincent. Et ça se passe comment, la mesure? C'est un petit appareil, un grand Oui, c'est un petit appareil. Après, il faut faire ça dans les règles de l'art de la médecine, puisque faut que l'appareil soit bien étalonné. Les règles de la bioélectrique. Ouais. La bioélectrique humaine, des fois, c'est les ingénieurs qui sont plus à même. Quand le sang est prélevé, il faut pas le laisser trop à l'air parce qu'il va s'oxyder. Donc, on va fausser les données. Donc, ça se fait dans des règles de l'art. Mais en tout cas, si c'était remis à l'ordre du jour, nous pourrions avoir des structures qui permettent de faire ces analyses-là. En tout cas, j'invite tout le monde à aller voir les travaux de la bioélectronique de Vincent, vraiment capitaux pour comprendre que voilà, nous pourrions d'ores et déjà, en ayant une eau qui réponde légèrement acide, très peu minéralisée, n'oublions pas que nous sommes incapables de métaboliser les minéraux bruts contenus dans l'eau, et avec qu'elle soit réductrice et non pas oxydante, on peut d'ores et déjà amener ce qu'il faut à notre corps pour que les cellules puissent fonctionner. Il y a quelqu'un qui est en train de demander là si le dioxyde de chlore
qui a été conseillé par Andreas, ne déséquilibrait pas notre flore intestinale. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Le chlore est là pour tuer les bactéries. Donc, dès l'instant où on boit de l'eau chlorée, on va tuer les bactéries qui sont dans notre flore intestinale. Mais le dioxyde de chlore, ce n'est pas du chlore. Oui, le c'est ça. dioxyde de chlore. Pardon. Non, Dioxyde de c'est chlore. chlorine, Ouais. dioxyde, c'est pas Oui. la même chose que chloride. Pardon. Oui. Donc, il faut faire attention. Il a fait la remarque, Andreas Calcaire, c'est quand même un scientifique assez pointu. Donc, Oui, il faut oui, juste oui. faire attention de ne pas mélanger. L'eau de Dioxyde de Javel, chlore. c'est pas bon. Non, Mais- c'est clair. Et on peut pas le boire, mais le dioxyde de chlore, il y a quand même beaucoup de sécurité dessus. Oui. Sachant que quand on regarde la composition de notre corps, c'est à peu près 100 milliards de cellules humaines. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 10 fois plus de bactéries dans notre corps. Donc, qui promène qui, j'en sais rien là. En Mais- tout cas, il y a encore le docteur Senef qui, c'est une femme qui a une grande expérience américaine qui ça passe en boucle maintenant, que le dioxyde de chlore, il y a des cas de guérison d'autisme hein, quand même, de cancer de prostate, mais surtout, il nettoie le glyphosate. Et le glyphosate dans le corps qui est même sulfate. Donc, pour l'instant, il y a des choses absolument incroyables. Et apparemment, d'après Andreas Calcaire, il faut déjà, il n'y a jamais eu un cas d'intoxication au dioxyde de chlore. Si on les Le mesure, dioxyde, si on met la bonne mesurette, Oui. c'est ça. Et donc, c'est 10 millilitres, c'est un 10% de l'eau. Et l'eau doit être propre, purifiée. Oui. Donc, ouais, je veux juste être sûr qu'on parle bien des mêmes choses et ne pas confondre chlore et dioxyde de chlore. Oui. Comme le magnésium, il y a plein de magnésium différents. Enfin, on s'en sort plus d'un coup. Oui. C'est les chimistes. Oui. Ouais, Max, tu veux dire quelque chose? Oui, moi j'ai une question, puisque j'ai suivi la semaine dernière le débat que j'ai trouvé passionnant quand José a parlé, Henri a parlé, tout ça, sur l'eau. Moi, je voulais savoir, parce que José avait dit que même l'eau qui arrivait dans les supermarchés était déjà avait perdu de leur efficacité. Est-ce qu'il y a beaucoup, je vais en revenir à l'histoire de graphène, est-ce que vraiment c'est véritablement du graphène qu'il y a dans de l'eau? Puisque j'ai vu une vidéo pas plus tard que hier, il n'y a pas de hasard, sur ces eaux où il y a un jeune homme qui avait fait des tests sur tout un tas de bouteilles et il avait mis son électrolyse à l'intérieur de l'eau et donc ça avait fait noircir certaines eaux qu'on boit et il a pris un gros aimant et tout s'est collé contre le verre. Alors voilà, si vous pouvez éclairer, moi je suis preneur parce que c'est passionnant tout ça et je vous admire dans votre travail de ce que vous faites autour de l'eau. Merci. C'est une expérience que je fais lorsque je fais des conférences pour faire apparaître l'invisible. À savoir que je prends deux eaux, une eau très peu minéralisée, je vais pas donner de marque, hein, voilà, une eau très peu minéralisée et une eau très minéralisée. Donc une vers 22 mg et une autre à 2500 mg qui existe sur le marché. Je plonge mon électrolyse et en fait l'électrolyse va, comment on dit, fixer les minéraux contenus dans l'eau. Et en fait, ce qui apparaît dans une eau ultra minéralisée, ce sont les minéraux. Il y a une précipitation. Voilà, je cherchais le mot. On précipite les minéraux contenus dans l'eau. En fait, quand cette matière noire qui arrive, c'est les minéraux contenus dans l'eau. C'est pas du graphène. Cependant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de graphène dans l'eau. Là, je parle de simplement cette expérience d'électrolyse. C'est simplement pour faire apparaître les minéraux contenus dans l'eau. Donc, quand on fait cette expérience, l'eau très fortement minéralisée va devenir noire et celle qui est très peu minéralisée va jaunir un tout petit peu. Voilà. Ça permet de voir l'invisible. C'est-à-dire il ne faut pas parler d'une eau, il faut parler des eaux. Parce que vous comprenez bien que les eaux, par exemple, à des caractéristiques thérapeutiques, sont importantes à utiliser, mais avec un objectif précis et dans une durée précise. Il ne s'agit pas de boire une eau thérapeutique type Vichy ou je ne sais quoi qui est ultra salée tout le temps. Si je vais me permettre juste de continuer sur trois autres chercheurs qui sont. Mais tu peux juste répondre parce que ça m'intéresse aussi moi. Quand
un magnet, quand un aimant traîne les minéraux d'une manière ou d'une autre dans un verre, on est d'accord que ça doit être du métal. Oui, oui. Donc, est-ce que on ne peut pas, donc on peut pas conclure que c'est du graphène, mais on peut conclure que ça peut être un spectre de métaux ou est-ce que comment est-ce qu'on analyse ces vidéos, nous? Astrid, je ne sais pas. Ouais, ok. Mhm. Mais Non. on devrait en fait l'amener au labo. Là, Et faire ce que je sais que pour le graphène, c'est que j'ai interrogé parce que donc forcément je propose des systèmes de filtration et ça a été une de mes inquiétudes, notamment parce que quand je vois tous les masques jetés par terre, quand on sait qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau, j'ose même pas imaginer tous ces masques jetés par terre qui contiennent eux-mêmes du graphène, qu'est-ce que ça va faire dans l'eau. Donc de l'eau, elle est en suspicion. Contenu, le graphène est suspect dans l'eau. Le fait est, c'est que la taille du graphène, c'est la taille d'un atome. Seulement, il ne se promène pas seul. Il est sous forme de grille. Et a priori, de ce que pour l'instant mes recherches donnent, l'osmoseur est en mesure d'arrêter ce graphène. Parce qu'un osmoseur, on est sur 1 millième de micron, et le fait que le graphène soit en grille et non pas individualisé, l'osmoseur serait en mesure d'arrêter le graphène. Mais j'attends encore des confirmations pour cette information-là. Le fait est, c'est que... Moi, je vais... Oui. Pardon. Oui, je vais intervenir par rapport à ça. Dans la vidéo qu'a vu Max, concernant ce jeune homme qui a fait le test, d'ailleurs on voit pas son visage, il a très bien fait les choses, en tous les cas pour ça, parce qu'il s'est pas mis en avant. Il faut savoir que l'ensemble des minéraux, quel que soit le minéral, ok, a sa propre charge bioélectrique. Donc il a forcément il a forcément un élément conducteur électrique, donc magnétique. Ok, mais pour revenir à l'effet du graphène et le fait de solidifier, parce que la précipitation des minéraux générés par l'appareil, là, j'ai l'électrolyseur, fait que on décompose les strates des différentes compositions de l'eau. La minute par laquelle il le fait, parce qu'il l'a fait monter jusqu'à ébullition, est déjà beaucoup trop longue. Entre 30 secondes et 40 secondes suffisent amplement à strater l'eau. On va se rendre compte que sur la partie du bas, on va avoir la partie transparente qui est le 100% H2O, qui est translucide, et la partie légèrement jaunâtre, verdâtre est la partie de la bonne qualité de l'eau. Tout le reste, c'est du contaminant. Tout le reste est du contaminant. Si on laisse reposer l'ensemble de la structure de l'eau telle qu'elle a été décomposée, la partie haute, aussi bizarre ça puisse paraître, fait que ce qui flotte, ce sont les métaux lourds, les pesticides et les matières fécales. Il y a des secteurs où je peux vous assurer que dans l'eau du robinet, il y a une telle précipitation de matière fécale que je peux vous assurer qu'une fois qu'elle est décomposée et que vous la voyez, vous la buvez plus. Hein. Pourtant, c'est la même de base. C'est la même de base. Okay. Oui, Henri. Voilà, c'est juste cette parenthèse. Mais ce qui est aussi important à savoir par rapport à cette vidéo-là, c'est qu'elle a été faite de telle manière que l'aimant qu'il utilise est suffisamment chargé et puissant pour pouvoir attirer toute la partie électromagnétique générée et contenue dans les minéraux. D'accord. Ne nous trompons pas. Mmh. Mais, comme le dit Hilaire, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de graphène dans l'eau. Hein. Mmh. Et comment on peut savoir s'il y a du graphène dans l'eau? L'analyse biochimique complète de l'eau. Ce qu'un laboratoire peut faire, que oui. Les gens ne peuvent pas faire ça chez eux. Non. Sauf si on est équipé d'un mini laboratoire avec tout ce qui va avec, qui coûte entre 20 et 30 000 euros, quoi. Hein, c'est un certain investissement, quoi, on va dire. Henri, tu voulais dire quelque chose, hein? Je voulais prendre la parole, je dois le temps passer, puis j'ai plusieurs choses. Oui, moi aussi, t'inquiète.
Oui, je vais commencer, ça sera tout un petit peu brouillon. Je crois qu'il ne faut pas trop faire peur aux gens avec l'eau. Ce que je veux dire, c'est sûr qu'il faut faire attention, mais tout le monde va être affolé. Ce qu'il faut, c'est filtrer l'eau. Donc, aussi bien Hilaire a des systèmes qui marchent extrêmement bien, nous aussi, et puis il y en a d'autres qui le font. Donc, il faut filtrer l'eau aujourd'hui. Il y a des systèmes pas chers. Ça, c'est la première chose. Et puis maintenant, la deuxième, pour me présenter par rapport, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, je ne sais pas où la vidéo va, je pense qu'elle va dans tous les pays francophones, entre autres. Donc, moi, je suis chargé de mission du Sénat souverain de Savoie, commission agricole, et j'ai demandé à Théo de venir. C'est dommage qu'il soit parti, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont perdus. Donc, je vais demander de venir pour rassembler tous les jeunes de la planète, pour leur dire que tout n'est pas foutu. Ils balancent que des informations sur Radio Vichy, je les appelle comme ça, moi, Radio Vichy, comme quoi la planète se réchauffe, tout est foutu. Non, c'est pas tout foutu, il y a toutes les solutions. Et comme Hilaire l'a dit, moi je le dis sans arrêt, regardez Louis-Claude Vincent, Marcel Violet, Jeanne Rousseau, Jacqueline Bousquet, regardez-les, c'est un feu d'artifice de solutions. Et par ces vidéos, vous allez comprendre pourquoi ça va mal sur cette planète, comment ils nous ont pervertis et comment on peut réparer vite, vite, vite. Et ensuite, le conseil que je donne, c'est de plus s'engueuler entre nous. On sait qu'il y a à peu près 5 à 7 millions de personnes qui sont tordues sur cette planète. On est 7 milliards à souffrir. Donc, il faut plus s'engueuler entre nous. Une fois qu'on a l'information de l'eau, tout s'enclenche. Tout le monde va modifier les choses simplement sans que ça coûte cher. Tout est simple. Et puis maintenant, pendant que j'ai la parole, je voulais dire 2-3 choses par rapport à la Polynésie. Et là, je lance un appel à tous les gens qui sont de France, parce que je suis pas français. Mais on est 2 nations, mais un peuple, avec la même cause. Donc là, il y a bientôt les élections. Ils se présentent tous avec des super projets. Donc je vous invite tous les Français, tous ceux qui m'entendent, puis vous allez voir les femmes des gendarmes, les conjoints, et puis vous leur dites que votre République vous met en danger. Parce qu'en Haute-Savoie, moi je lance un appel à M. Macron, à M. Véran, au ministère de l'Intérieur, qui nous apporte les preuves à la Savoie qu'ils ont le droit de légiférer en Savoie, de vacciner, de mettre des amendes. Donc ça, c'est du droit international. Ces gens-là mettent des amendes tous les jours. Donc ils sont fiers de faire respecter la loi, mais il faut qu'ils commencent par connaître la loi. Il y a le droit français, le droit savoyard, le droit international, et l'eau, c'est la loi de la physique. On ne transgresse pas la loi de la physique. On ne touche pas à l'ADN, on ne touche pas au châssis d'une voiture. En fait, tout est lié. Donc je vous transmets ça, les Français. Votre République vous met en danger. Et nous, la Savoie, comme les pays d'Afrique, les pays d'outre-mer, on n'a rien demandé à la République. On n'a rien demandé. Tout le monde aime la France, tous les pays, mais il y a des pays qui ne supportent plus la République. Je le dis haut et fort, il faut que ça se sache. Alors les forces de l'ordre qui sont en Savoie, moi je vous donne un sursis, apportez-nous la preuve que vous avez le droit de légiférer. Soit vous travaillez avec nous, soit vous rentrez en France. Mais vous arrêtez d'agresser notre peuple. Et puis après, on ira aider nos frères français, parce que ce sont nos frères. Et vous arrêtez. Voilà, un petit coup de gueule, ça fait du bien, mais il faut remettre les choses à leur place. C'est excellent. Par rapport à... c'est Jeanne Rousseau qui en parlait. Elle parlait que les médicaments chimiques ne fonctionnent pas dans l'espace. Et il y a eu une anecdote comme ça, un spationaute a eu une rage dedans. Ils ont dû arrêter la mission parce qu'ils n'avaient aucun moyen de le soigner. Donc ça coûtait très cher, c'est pas grave parce qu'on n'a rien à faire là-haut. Bref, sur cet entrefait, j'écoutais la radio le matin et près d'Annecy, il y a une école qui s'est positionnée sur un projet pourquoi les médicaments chimiques ne fonctionnent pas dans l'espace. Et Jeanne Rousseau l'explique très bien. C'est la preuve qu'il faut qu'on arrête de trafiquer toutes ces nanoparticules. On fait tout et n'importe quoi. C'est mon point de vue personnel, avec tout ce que j'ai appris sur l'eau. Parce que celui qui a créé le monde, c'est ma conviction, il est amoureux des hommes. Et il a tout prévu. Et les 7 millions qui dirigent le monde ont tout fracassé. Et il y a un mot qui s'appelle analyse. Moi, je vous invite à plus le prononcer. Anna, ça veut dire la voûte céleste, et Lise, ça veut dire fracasser et fendre la voûte céleste. Comme l'a dit Thierry Bécourt, le porte-parole, ils ont tout perverti, ils ont tout inversé, ces gens-là. Je voulais parler aussi... Tu peux revenir 2 secondes sur une petite parenthèse que tu as légèrement ouverte, où tu parles de pourquoi le médicament fonctionne pas dans l'espace. Est-ce que juste... Parce que tu nous as laissé un point d'interrogation, là, puis tu as continué. C'est vrai, mais je profite qu'il y a José et Hilaire qui vont l'expliquer.
c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes atomes, les mêmes, scientifiquement, ou Marc-Henri pourrait l'expliquer comme il faut. Si je dis pas de bêtises, c'est que les électrons tournent pas dans le même sens ou il y a un truc comme ça. Moi, je suis encore pas 100% spécialiste, je connais bien l'agriculture. Mais je laisserai Hilaire ou José répondre à cette question. Je voulais revenir sur... Bon, José, t'as la patate chaude. Vas-y, continue. Sur Marcel Biolay, un truc intéressant dans ses expériences, il a pris de l'eau de 12 rats, il aurait donné de l'eau classique et de l'eau, son eau dynamisée qui dynamisait avec son appareil. Et au bout de quelques temps, il leur a inoculé une bactérie mortelle. Les 12 premiers rats sont morts et le deuxième lot est tombé malade. Ils ont souffert, ils ont fait des nodules pour protéger, enfin bref. Et au bout de quelques temps, ils ont guéri, ils ont souffert. Et puis il les a donnés, parce qu'il n'avait plus besoin, il les a donnés à un autre laboratoire. Et quelques mois après, l'autre laboratoire l'ont appelé, Marcel, faut que tu récupères tes rats, j'arrive pas à les faire tomber malades. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'eau. On pourra aller très vite et puis sans faire souffrir d'animaux. Et il y a plein d'anecdotes comme ça. Et je vois que Hilaire veut répondre parce que je ne veux pas monopoliser toute la soirée, ou José par rapport à... Allez-y. Je voulais juste amener quelques d'autres informations pour que les gens puissent aller voir par eux-mêmes. En plus, je vois sur le chat des choses des fois. J'habite en montagne, tant mieux pour nous, on a de la bonne eau. Moi aussi, j'habite en montagne et pourtant la Haute-Loire est le premier département à avoir le plus d'aluminium dans l'eau et le troisième au niveau bactériologique. Donc, c'est pas parce qu'on habite la montagne qu'on a forcément une belle eau. Boire de l'eau en bouteille, attention, puisque l'eau cherche toujours l'équilibre. Donc, elle va aller pomper les matières plastiques de la bouteille. Et sachez que quand vous achetez une bouteille d'eau, aujourd'hui, vous pouvez la boire jusqu'en 2023-2024. Donc, moi, qu'on m'explique comment on peut boire une eau dans une bouteille transparente à la lumière, etc. Donc, j'ai des doutes sur le moyen de conservation. Autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est le travail de Yann Arthus Bertrand sur l'eau virtuelle, c'est-à-dire toute l'eau que nous consommons mais que nous ne voyons pas chacun de nous. Par exemple, pour fabriquer la bouteille d'eau de 1 litre en plastique, il faut 4 litres d'eau. Donc, on est sur des aberrations complètes, là. Yann Arthus Bertrand disait on est une famille de 4 personnes consomme 150 000 litres d'eau virtuelle par semaine. C'est-à-dire nos habits, il a fallu les fabriquer, la nourriture, il a fallu, etc., etc. Ce sont des notions aussi à prendre en compte. Je voulais faire référence quand même à 4 autres personnes, mais très très rapidement pour que les gens aillent chercher l'info. C'était les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau dans les années 80, où il avait publié dans la revue Nature. Après, il y a eu une contre-expertise qui avait pour but de discréditer ces travaux, et donc ils sont arrivés à leur but. Ils ont discrédité les travaux de Jacques Benveniste, mais il avait bien mis en évidence que l'eau avait une capacité de mémoire, qu'elle était capable de prendre une information et de la transporter. Luc Montagnier a repris ses travaux avec succès. Donc, j'invite tout le monde pour comprendre cette histoire de mémoire de l'eau, à aller voir sur n'importe quel moteur de recherche le documentaire qu'on appelle « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». Ça dure une 50aine de minutes. Et c'est là où on comprend que par les travaux de Benveniste et de Luc Montagnier, ce que ça nous donne, c'est qu'ils accréditent le fait de la véracité, de l'efficacité de l'homéopathie. C'est-à-dire, nous n'avons plus besoin de la molécule chimique, mais suffit l'information thérapeutique contenue dans l'eau pour pouvoir éventuellement soigner. Mais encore une fois, je pense que ça doit gêner Big Pharma notamment. Donc, vraiment, la mémoire de l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. Et je viendrai aussi compléter avec les travaux de Marc-Henri et de Gérald de Pollack, qui étaient donc venus au forum à la rencontre de l'eau que nous avions organisé. Et Gérald de Pollack, là on parle de l'eau morphogénique ou cristalline, ou le 4e état de l'eau, ou la zone d'exclusion. Donc là aussi, vous pourrez, sur le moteur de recherche, vous pouvez taper 4e état de l'eau, forum à la rencontre de l'eau.
avec Gérald de Pollack et vous verrez cette vidéo. Hein. Il y avait une quinzaine d'intervenants, mais celle-ci est sur Internet, on peut la voir. Et Gérald de Pollack, c'est incroyable. Mais Gérald de Pollack, je vais vous montrer c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Gérald de Pollack a mis en évidence que, je vais me mettre comme ça, pardon. Bon, je vais l'expliquer autrement. Quand on met de l'eau dans le long d'une paroi, le long de cette paroi va se créer ce qu'il a appelé la zone d'exclusion. Ça veut dire que ça va rejeter tous les atomes, tout l'hydrogène d'un côté, et le long de la paroi, il va y avoir cette zone d'exclusion chargée négativement. Et ce qu'il a observé, c'est que on peut avoir cette eau dans un bocal avec cette zone d'exclusion chargée négativement et l'autre zone chargée positivement, d'y plonger deux électrodes dedans et de pouvoir éclairer une lampe dedans grâce à cette électricité fournie. Et en fait, excusez-moi, je suis un peu confus parce que je vois l'heure tourner et je sais que ça doit s'arrêter et que donc, on a 15 minutes, on a 20 minutes, on a 18 minutes. Mais vas-y, je contrôle le temps, t'inquiète pas. Je vais essayer d'être plus clair. En tout cas, cette zone d'exclusion qui est générée, qui a la taille de la moitié d'un cheveu, c'est une zone d'exclusion qui existe dans nos cellules. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que cette zone d'exclusion est en fait la batterie, l'énergie de nos cellules pour faire agir la protéine dans notre cellule pour le métabolisme de la cellule. Et qu'il a observé que cette zone d'exclusion nécessaire qui représente l'énergie de notre cellule pour fonctionner a besoin de photons et d'infrarouges. En fait, elle a besoin de lumière. Et ce qu'il met en évidence, c'est que de l'énergie de la lumière met en route l'énergie mécanique à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est quelque chose de primordial à comprendre. C'est que du coup, quand on parle de tout à l'heure de René Quinton, que nous sommes des êtres aquatiques, avec Marcel Violet, l'aspect électromagnétique, les travaux de Louis-Claude Vincent, les travaux de la mémoire de l'eau, puisque à cet endroit de la mémoire de l'eau, Gérald de Pollack explique que l'eau dans la zone d'exclusion, ici, quand elle est formée, cette zone d'exclusion, j'y arrive pas, ce n'est plus H2O, mais c'est H3O2 qui apparaît. Ça veut dire que on croit que l'eau c'est H2O et là, en l'occurrence, non, c'est H3O2, ce qui veut dire qu'on a on n'est plus dipolaire, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'équilibre. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette énergie qui se crée. Voilà, allez voir cette vidéo parce que là, je veux pas monopoliser. Allez voir cette vidéo, le 4e état de l'eau, Gérald de Pollack au Forum à la rencontre de l'eau. Au-delà, on a fait un DVD, un coffret DVD sur lequel on rassemble l'ensemble des acteurs de ce forum. Il y avait Marc-Henri, Gérald de Pollack, des personnes en bioélectronique pour l'agriculture, pour l'eau, pour la santé, etc. Juste un instant, je voulais juste montrer un petit document, aussi poser un peu les choses. C'est un document avec lequel je démarre mes conférences. Enfin, il y a plusieurs diapositives, mais je vais vous montrer celle-ci parce qu'elle est importante. Comment je fais? Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Voilà. Ça, ouais. On voit la planète. Là, ça, c'est l'eau salée, la grosse bulle là. À côté, c'est l'eau potable. Ah non, c'est l'eau douce à côté. Et en dessous, attendez, là, en dessous, il y a un tout petit point. Il y a un tout petit point. Et c'est l'eau potable. La grosse boule, c'est l'eau salée. La petite, à côté de la grosse, c'est l'eau douce. Et en dessous de l'eau douce, il y a un tout petit point, tout petit. Ah bah, il est tellement petit qu'on le voit pas, mais on l'a bien imaginé. En tout cas, il y a 3 boules bleues, c'est ça? Et c'est ce que nous avons à nous partager sur la terre entière en termes d'eau potable.
60 km de diamètre à nous partager d'eau potable. C'est juste pour dire, arrêtons d'acheter des bouteilles en plastique là, parce que arrêtons de gaspiller l'eau. Sachez que dans l'eau virtuelle, pour fabriquer 1 kilo d'antibiotiques, ils font 1 million de litres d'eau pour fabriquer des cochonneries en plus. Coca-Cola aussi. Oui, enfin voilà. Il y a 2 millilitres pour 1 litre. Ouais. Voilà, les gens, je dis juste les gens, avant qu'on termine, arrêtent pas de demander dans le chat quelle eau ils doivent boire. Ils sont très pratiques. C'était là-dessus que je voulais arriver parce qu'on est tous dans de l'eau du robinet, purifiée, dynamisée. Oui, mais pas que, José. Il faut qu'elle soit légèrement acide, la moins minéralisée possible et réductrice et non pas oxydante. Sinon, vous ne répondez pas à la bioélectronique de Vincent et l'eau ne peut pas remplir les 3 grandes fonctions, transporter, éliminer, hydrater notre corps. Je crois qu'on va faire encore une autre émission sur ce sujet, c'est certain. Ouais. Vas-y Henri, vas-y. Oui, moi, je veux juste vous dire que j'ai le mont Calme, le mont Roucou. Et la rosée de la Reine. Rosée de la Reine. Et la rosée de la Reine. Ce sont les 3 eaux. La rosée de la Reine, c'est les 3 meilleures eaux. Mais seulement, il y a du plastique. Mais seulement, il y a du plastique, Astrid. Alors, on les trouve en bouteille en verre. Hein. Oui, mais oui. Essayez de pas parler en même temps de quelqu'un d'autre parce que sur le Zoom, ça coupe le son de l'autre, etc. Donc, on essaye quand même de laisser finir la phrase avant qu'on attaque la sienne. Il est 46. Voilà, je sais qu'il y a des personnes. Voilà, Henri, il n'a pas beaucoup parlé. José n'a pas beaucoup parlé. Si vous avez encore des choses qui peuvent être utiles, mettez-vous pendant 2 secondes à la place des gens qui reçoivent cette émission ce soir. Et effectivement, concernant toutes ces informations, ça donne le sentiment de plus vouloir se tromper concernant le sujet de l'eau. Donc, je me mets à leur place et j'ai essayé de répondre à la question, qu'est-ce qu'ils font à partir de là? Une petite chose. Ils nous contactent, on leur explique. Non, mais je veux juste vous dire qu'on va faire une page qui va s'appeler Eau Vivante et vous allez pouvoir on va pouvoir mettre vos sites et les informations dont on a parlé ce soir. Donc ça, c'est une nouvelle. On aurait pu la dire au début avec Mike, mais Antoine est tout à fait enchanté. On va faire une section Eau Vivante pour que tout le monde puisse voir les vidéos que vous avez mentionnées, les textes, etc. On va sélectionner, valider, etc. Donc c'est la bonne nouvelle, ça. Ouais. Justement, 2, 3 petites choses. C'est vrai qu'il faudrait passer des jours et des jours. Par rapport à l'eau de montagne, les produits de traitement en agriculture, il y en a une bonne partie qui est volatile, qui se redépose entre 1200 et 1600 mètres. Plus les avions, plus le reste, donc faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, il faut filtrer l'eau, il faut venir sur nos sociétés respectives, il y en a d'autres. Donc, comme l'a dit Astrid, on mettra sur le site. Et puis, il y a un autre sujet qu'il faudra traiter un jour très rapidement, qui est grave, c'est le scandale des champs électromagnétiques en élevage. Donc, c'est monsieur Serge Provost qui a monté une association avec le même avocat qui combat les glyphosates. Donc, il a mis un site. Je vous invite à y aller voir. Donc, ceux qui pensent que les éoliennes, les linking, l'électricité et tout ce qui s'ensuit, c'est pas nocif, allez voir les vidéos, puis vous verrez des paysans qui pleurent, qui appellent au secours. Et un jour, il faudra l'appeler, ce monsieur, parce qu'il a donné sa vie. Je l'ai vu au téléphone il y a quelques jours. Il a attrapé un cancer. Il a fait tout ce qu'il a pu. Sur l'électromagnétique, rappelons-nous, Marcel Violet et Louis-Claude Vincent, nous sommes des êtres électromagnétiques. Donc, bien sûr, Henri, que les ondes électromagnétiques nous influencent. Je vois aussi sur l'eau de pluie, attention à l'eau de pluie, même filtrée. Le problème de l'eau de pluie, c'est qu'elle est déminéralisée. Donc, si vous ne vous blindez pas votre corps de minéraux via l'alimentation, l'eau cherche toujours l'équilibre. Donc, elle va aller pomper vos minéraux de votre corps et vous risquez de vous déminéraliser. Quand Antoine, il a marqué mon calme, ça s'écrit pas tout à fait comme ça sur le. Mais bon, peu importe. Le pauvre Antoine, il apprend. Le fait est, c'est vraiment. C'est moi qui ai écrit. Pardon. J'utilise son chat. Mais nous, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, cette entreprise que nous avons, nous essayons d'apporter au maximum une eau vivante, puisque l'entreprise s'appelle comme ça, Société Eau Vivante. On agit auprès des particuliers, mais des agriculteurs, des industriels, etc. Il y a un élan
qui est fait pour permettre de retrouver une eau de belle qualité et une eau vivante. Et il y a de quoi faire. Mais voilà, c'est vraiment un sujet dont on pourrait parler encore des heures et des heures. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir donné cette possibilité d'exprimer sur l'eau. C'est sûr que effectivement le sujet est énorme et il est proche de toute forme de vie. Donc je regarde l'heure. Il était avant dans les 9 minutes. Je pensais vraiment pas qu'on allait faire autre chose. On peut faire un tour de table. On aime bien faire un tour de table avant de finir. Donc, si quelqu'un voudrait une manière de dire au revoir ou un point de vue, une idée, mais en pensant bien qu'il y a les autres qui doivent suivre. D'accord? Bah, vas-y, t'es dans ton élan, vas-y. Ouais, bizarrement, je vais pas parler de l'eau. Ok. Je vais parler des enfants. Je veux lancer un cri d'alarme dont on ne parle pas dans cette crise sanitaire, politico, je ne sais quoi. J'ai travaillé en addictologie et notamment en alcoolologie. Et là, je lance un cri d'alarme sur on est en train de rendre nos enfants alcoolodépendants. J'ai demandé à mon fils combien de fois il avait du gel hydroalcoolique sur ses mains par jour. Il en a entre 10 et 15 fois de l'alcool sur ses mains. N'oublions pas, on parlait de l'eau à boire, mais quand on respire de l'eau chlorée, quand on prend sa douche, ça va directement dans les poumons et ça va directement dans le sang, dont on oxyde son sang. Notre peau respire. Et il n'y a aucune raison qu'elle ne respire pas la molécule de l'alcool dans les gels hydroalcooliques. Les enfants qui prennent du gel hydroalcoolique tous les jours dans la paume des mains, s'il vous plaît, les parents, achetez-leur du gel désinfectant mais sans alcool comme j'ai fait à mon fils. Mais nous sommes en train de rendre nos enfants alcoolodépendants. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais pas vous expliquer là, mais c'est la THP, la tétrahydropapavéroline qui s'introduit dans le corps. Enfin, c'est un scandale. C'est un autre scandale. Et il y a de l'huile essentielle en fait. Oui. On peut fabriquer soi-même avec l'eau de Marseille, enfin du savon de Marseille. Alors bizarrement, je termine pas avec l'eau, mais en tout cas, je voulais parce que nos enfants sont nos enfants. Il reste 7 minutes. Merci. D'accord. Merci à toi. Quelqu'un veut dire au revoir? Moi, je veux vous dire merci à tous et puis merci pour l'histoire du gel hydroalcoolique. Moi, je fais donc un petit clin d'œil à mon épouse de ce côté-là où on utilise des choses avec les huiles essentielles. Donc, nos enfants sont importants. Nos enfants sont la prunelle de nos yeux. Prenons soin d'eux. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Encore courage pour la Polynésie. Eugène aussi. Oui. D'abord, je voudrais dire tout le bonheur que j'ai eu de partager ce live et merci de nous avoir invités. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces grosses minutes que nous avons passées ensemble et ça nous fait chaud au cœur et c'est très rassurant pour les Polynésiens qui nous écoutent au travers de ce live de nous savoir juste écouter et quelque part compris de l'autre côté de notre petite Polynésie. C'est vrai que nous vivons des heures graves, des heures difficiles parce que nous avons une grosse machine contre nous et nous avons que nos petites voix pour nous faire entendre et surtout expliquer à nos compatriotes que nous sommes dans une grosse machination hyper machiavélique et qu'aujourd'hui, ils sont allés trop loin en instaurant des vaccinodromes jusque dans nos écoles. Tout ça pour apporter la preuve que cette machine de l'obligation vaccinale ne respecte plus rien. Toutes les lois internationales, l'appareil politique français s'est assis sur tous les droits individuels du peuple. Donc, merci à travers vos lives de nous entendre et d'informer la communauté internationale que tout le monde est menacé avec
dire ce nouvel ordre mondial, je ne sais pas si c'est le vrai terme, mais en tous les cas, il y a une grosse machine qui va irréversiblement modifier le comportement de l'homme. Ouais. En tous les cas, Maruru à vous tous. Et comme je le disais au début de l'émission, vous serez toujours les bienvenus en Polynésie, chez vous, Maruru. Merci pour l'accueil. Merci. Merci beaucoup, Merci Max. pour l'accueil. On va continuer avec Théo, par exemple. Je vois qu'il est revenu. Hein. Oui, je l'ai fait remonter. J'ai oublié qu'il est vu. Non, simplement pour dire que aujourd'hui, on crée un tas de formes de richesses, donc des richesses sociales, énergétiques et financières, en utilisant les déchets que l'on produit. Et donc, on inverse complètement le paradigme. Et là, on peut faire de grandes choses. Il suffit simplement de regarder tous dans la même direction, de se structurer et de partir du petit, d'activer des petites cellules qui se connecteront entre elles et qui, au fur et à mesure, pourront former des organes, etc., etc. Donc, merci à vous tous. Et puis, voilà, on fait au mieux et un petit peu plus chaque jour. Merci beaucoup. Exactement. Merci de ta venue, merci de tes mots et merci d'encourager une jeunesse, entre autres, qui en a besoin. Et puis là, de toute façon, hors antenne, vous allez pouvoir discuter, passer des liens, vous connaître, échanger les numéros de téléphone si vous en avez envie. L'essentiel, c'est de construire demain. Qui d'autre va prendre la parole pour dire au revoir? Je veux dire au revoir. Vas-y. José a moins parlé, je crois. Donc, on travaille tous les deux pour la coopérative Réseau Pro d'être. Et je lui laisserai la parole. Une petite chose, les présidents américains successifs se lavent plusieurs fois les mains par jour à l'eau dynamisée. C'est le meilleur antibiotique antiseptique. Lequel président tu parles, là? De tous les présidents successifs. Ah ouais? Ouais, ils se lavent les mains avec l'eau dynamisée restructurée. Donc, je laisse la parole à José, il l'accueille beaucoup. Bonne soirée, merci pour tout ce que vous faites. On reviendra parler de l'eau restructurée et dynamisée parce qu'on a un spécialiste là qui est invité aussi, qui n'a pas pu venir ce soir. Comment il s'appelait déjà, Henri? Yann Olivo. Yann Olivo, voilà. Merci. On a fait énormément de travaux depuis déjà de plusieurs décennies dans le domaine de la dynamisation de l'eau et de rendre de l'eau vivante plutôt que de consommer de l'eau morte, puisque l'eau morte, rien que par son nom, on sait qu'elle apporte rien, par sa dénomination. Eau vivante que fait Hilaire aujourd'hui au niveau de sa structure, ça parle aussi. Voilà. J'ai montré tout à l'heure un petit bout cet appareil vite fait. Voilà. Il y a toute une technologie à l'intérieur. Il y a différents types de billes, de différents minéraux informés qui permettent de régénérer l'eau quand l'eau est absolument plus minéralisée ou quoi que ce soit. Donc elle prend le contact et l'information pour reprendre les travaux qui ont été faits par Jacques, puisque Hilaire a parlé de Jacques et Jacques était mon ami avant qu'il mette fin à ses jours. De par les travaux qu'il a publiés et de par le fait que les scientifiques ont pris peur et toute la partie Big Pharma a pris peur de se dire oula, il est en train d'informer comme quoi l'eau est capable de guérir. Oui, l'eau est capable de guérir. Oui, je le dis haut et fort. L'eau est un médicament naturel. Et c'est le meilleur médicament que nous ayons aujourd'hui sur la planète. Il faut le préserver. Hilaire le disait, il nous reste aujourd'hui moins de 0,8% de la quantité d'eau à l'échelle planétaire pour l'ensemble de la planète. D'eau potable. Moins de 0,8%. Je sais pas si on mesure par rapport à 100% de ce que représente l'eau, au niveau de la planète, sachant que 2/3 de la planète sont constitués d'eau. Je suis... Voilà. J'adore votre enthousiasme à tous. C'est trop tard. Voilà. Et quand on parle de magnétisation, voilà, ce sont des magnétiques, les blocs, qui permettent justement d'apporter la biodynamique de Vincent au sein même de l'eau, directement concentrée sur cet appareil. Vous voyez, c'est pas fait exprès. Ça s'est juste magnétisé tout seul. Excellent. J'ai une minute pour couper le live, sinon il va plus pouvoir être retransmis. On reviendra sur le sujet de la dynamisation et pourquoi l'eau dynamisée. Pourquoi l'eau dynamisée est importante. D'accord. Je vous remercie tous. Je vais vous descendre. Je vais rester 2 secondes avec Astrid pour dire au revoir à tout le monde. Merci à tous. Avant que vous merci à tous, vraiment, du fond du cœur. Donc, je redescends. Boum. Je redescends tout le monde. Voilà.
Ok, et puis là, alors nous voilà, les deux. Il reste quelques secondes. Quelle émission, encore une fois. Ouais, c'était On magnifique. disait qu'on voulait finir à 23 heures. On Ouais, n'a je pas voulais, dépassé. voilà. Et voilà. Donc, je sais qu'on a Sébastien à la technique qui va peut-être vous mettre la musique pendant quelques secondes, voilà. Et puis Et vraiment, ouais, on va continuer, Mike. Et juste, je veux dire une chose, c'est que l'eau, si elle est comme ça, magique pour guérir le gens, j'espère que la Polynésie pourra magnétiser la oui, Polynésie et l'océan ouais. pour qu'on trouve des fréquences élevées et qu'on se débarrasse des personnes, des énergies négatives qui nous bloquent là. Ok. Alors, au revoir à tous.